Ça va, vous avez eu le temps de vous installer? C'est bon, on va y aller. Très bien, donc nous sommes ici pour écouter Marie-Cécile Dupas qui va présenter ses travaux pour obtenir le grade de docteur de l'Université de Paris devant un jury nombreux. Et donc je vais essayer de lister tout le monde. Alors nous sommes en présence de Laura Hernandez qui est rapporteur. Monsieur Marius Gilbert est rapporteur et en visioconférence. Et je crois qu'il nous entend. Normalement, je les entends, on a fait un test tout à l'heure et son son est coupé. Les examinateurs sont Stéphane Douadi, moi-même François Graner, Nathalie Méjean-Perrault, Arnaud Passalacqua, Michel Dubois, et il y a deux directeurs de thèse, José Alloy et Petros Chasimpiros. Bien, et bien écoutez, nous avons 45 minutes pour vous écouter, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie d'abord tous les membres du jury d'avoir accepté d'évaluer ma thèse. Je remercie également le public qui s'est déplacé aujourd'hui pour assister à ma présentation. Donc ma présentation s'articule en 5 parties. Dans un premier temps, je vais établir le contexte dans lequel le sujet se trouve afin de positionner le travail, avant d'ouvrir sur les objectifs. Puis je vais détailler la méthodologie, notamment le traitement des données qui nous a permis de modéliser les flux physiques internationaux en réseau complexe. Enfin, je présenterai les résultats principaux de la thèse et pour finir sur une conclusion et des perspectives. Donc l'intensification du commerce mondial s'est articulée autour de plusieurs facteurs. Dans un premier temps, les systèmes agroalimentaires ou les systèmes de production agricole ont connu de grandes transformations, notamment grâce à l'introduction des énergies fossiles dans les systèmes de production qui ont impliqué donc la mécanisation des terres agricoles et l'augmentation des engrais utilisés. Et également, donc, les systèmes de production ont suivi des trajectoires de spécialisation à l'échelle des territoires qui ont conduit à un découplage géographique entre production végétale, production animale et consommation humaine. Un autre facteur important de l'intensification du commerce mondial est la diminution des coûts de transport au cours du XXe siècle principalement, donc qui ont permis du commerce sur de plus longues distances. Et le dernier point concerne une dimension géopolitique où, après la Seconde Guerre mondiale, les gouvernances des systèmes agroalimentaires étaient du ressort des États nationaux et des gouvernements. Et à partir des années 1980-1990, la libéralisation des marchés a imbriqué de nouvelles entités dans la réglementation et dans les systèmes agroalimentaires, donc notamment l'Organisation mondiale du commerce, et les sociétés transnationales, les STN ou encore les marchés financiers. Donc à l'heure actuelle, le commerce mondial représente 23% de la masse agricole produite et 60% donc de la valeur monétaire de la production agricole. L'élevage est également très dépendant du commerce mondial puisque 25% des protéines qui sont consommées, des protéines végétales consommées par les animaux d'élevage proviennent du commerce mondial. Donc les systèmes agroalimentaires sont des systèmes complexes de distribution et de production. Et je me suis servi de la modélisation de réseaux complexes pour modéliser les interactions entre les composants de ces systèmes agroalimentaires. Donc la théorie des réseaux complexes permet de modéliser des interactions entre les composants d'un système. Elle permet également de visualiser et d'analyser un grand nombre de données qui sont reliées entre elles. L'analyse de dynamique des réseaux permet donc d'évaluer les évolutions des structures des réseaux sur une période. Donc il y a de nombreux domaines d'application, notamment donc, en biologie par exemple, avec les réseaux ici de maladies humaines, ou encore en sociologie pour l'étude des réseaux sociaux, et par exemple ici en informatique pour modéliser le réseau Internet. Donc la théorie des réseaux a déjà été appliquée au commerce de denrées alimentaires et les études de la topologie du commerce agroalimentaire diffèrent sur plusieurs points, notamment les échelles spatiales, les échelles temporelles ou encore les produits qui ont été étudiés, l'agrégation des produits, différents niveaux d'agrégation. Donc ce qu'on retrouve principalement comme études, ce sont les études à l'échelle mondiale,
où les nœuds des réseaux complexes sont les pays, et les flux entre ces pays sont les liens qui sont les flux commerciaux. Donc. Les objectifs varient dans cette application de la théorie des réseaux complexes pour le commerce de denrées alimentaires, et une étude qui revient le plus fréquemment est l'étude des flux en équivalent ressources. Donc les flux en équivalent ressources, ce sont les ressources qui sont contenues pour produire une unité de masse du produit agroalimentaire. Donc par exemple, ici le réseau d'eau virtuelle et l'eau contenue dans la masse produite qui a été échangée. Donc l'objectif de ces études de réseau d'eau virtuelle est de quantifier la capacité du réseau à rééquilibrer les ressources à l'échelle mondiale. Dans ces études, on retrouve également une étude qui s'est intéressée à la dynamique, donc à l'évolution du réseau agroalimentaire en termes de flux d'eau virtuelle au cours de la période. Et donc cette étude a conclu que les réseaux étaient très dynamiques au cours de la période étudiée. Donc l'objectif de ce travail de thèse est de déterminer les transformations du commerce agroalimentaire sur une période longue par une approche de réseau complexe. Donc pour cela, nous avons étudié une période de 1986 à 2016 et nous avons caractérisé les cinématiques des propriétés structurelles des réseaux, donc évalué différentes métriques qui permettent de donner des informations sur la structure du réseau au cours de la période. Nous allons également chercher à identifier des invariants de structure dans les réseaux agroalimentaires. Et le dernier point de cette étude est donc d'analyser la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale. Et nous allons donc pour cela étudier également les énergies caloriques, les flux en énergie calorique, qui sont donc métabolisables par l'homme, par les humains. Donc le corpus, c'est une étude de 31 ans des structures du commerce agroalimentaire. Et dans un premier temps, nous avons choisi 6 catégories agroalimentaires. Donc les 4 premières, céréales, fruits et légumes, viande, oléagineux, constituent la part la plus importante de la consommation humaine. Et enfin, 2 autres catégories qui sont dites des catégories de confort, le cacao et le café, donc qui ont en plus de ça des productions très inégalement réparties dans le monde. Donc maintenant, je vais vous présenter les traitements des données, les données que nous avons utilisées et comment nous les avons modélisées en réseau complexe. Donc les données sont extraites d'une banque de données avec un accès libre. Donc c'est des données de la FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Donc parmi ces données, donc, on retrouve les bilans commerciaux par pays, également les flux, donc d'origine à destination. Ce sont les données que je vais détailler puisque ce sont celles qui nous ont servi pour modéliser les réseaux complexes. Nous avons également utilisé les productions et les bilans alimentaires, donc ce sont les utilisations finales de chaque produit. Donc par utilisation, j'entends est-ce que c'est utilisé pour la consommation animale, humaine, ou pour l'industrie, ou encore pour les pertes qui sont également comptabilisées. Donc dans les données commerciales, la majorité sont des données qui sont déclarées par les gouvernements, donc des données qui sont transmises à la FAO. Et 1% des données que je vais utiliser sont des extrapolations calculées par la FAO. Donc les données commerciales se trouvent sous cette forme de tableau. Donc il y a environ, pour les données commerciales, il y a environ 5 millions de lignes sur 40 colonnes. Donc les colonnes suivantes sont les années jusqu'à 2016, où chaque pays va déclarer le flux entrant, la valeur monétaire du flux entrant et également la masse en tonnes de son flux entrant. Et également donc l'origine du flux entrant. Donc ici, par exemple, l'Algérie a importé une certaine quantité aux Pays-Bas. Et inversement, les pays déclarent également leur flux sortant en valeur monétaire, en masse et la destination du flux sortant. Donc normalement, nous devrions avoir un flux déclaré 2 fois. Une fois par le pays exportateur, une fois par le pays importateur. Et ce que nous constatons, donc, c'est qu'il y a des écarts entre ces 2 valeurs. Par exemple, ici, l'Algérie a déclaré avoir importé environ 4,7 millions de tonnes à la France, et la France a déclaré avoir exporté 4,8 millions de tonnes de blé à l'Algérie.
Donc, à ma connaissance, dans la littérature, il n'y a pas eu d'études d'analyse de ces données, des incertitudes entre les erreurs constatées. Donc, dans un premier temps, nous avons cherché à quantifier l'ampleur de ces erreurs déclarées. Donc ici, ce sont les résultats pour le réseau de céréales. Donc, nous voyons que environ la moitié des échanges qui sont présents dans nos réseaux ont un désaccord entre le pays exportateur et le pays importateur. Donc ce sont des écarts, le nombre est très significatif. Cependant, si on regarde donc, la distribution des écarts de données, cette fois-ci en tonnes, la distribution indique que la majorité des écarts sont très faibles en termes de masse. Donc la probabilité qu'un échange ait un écart de plus d'1 million de tonnes ici est très faible. Et c'est confirmé par la fraction pondérée des écarts qui se situe entre 10 et 18% au cours de la période. Donc pour pallier à ces écarts de données, nous avons j'ai choisi la moyenne des valeurs déclarées entre le pays exportateur et le pays importateur, et c'est ce qu'on retrouve le plus fréquemment utilisé comme traitement de données dans la littérature qui traite des données de commerce agroalimentaire par la FAO. Donc ensuite, une fois que nous avons fait ce traitement, j'agrège les produits par catégorie, donc les 6 catégories que nous avons choisies. Et dans chaque catégorie se retrouvent les produits primaires et leurs produits dérivés. Donc, par exemple, pour les céréales, il y a le blé, le maïs, le riz, etc., sous forme de farine, de grains ou encore de pain, etc. Pour la catégorie viande, les transformations sont un peu plus complexes, puisque donc, il y a plusieurs étapes de transformation. Et donc dans la FAO se trouvent les flux en nombre d'animaux, donc d'animaux vivants, et également les produits frais, comme la viande. Donc pour cela, les flux d'animaux vivants ont été convertis en masse par le poids équivalent carcasse moyen d'un animal. Donc ici, les matrices d'adjacence sont la représentation mathématique des réseaux complexes. Et donc, un élément de la matrice est égal à 1 lorsqu'il y a un échange entre un pays exportateur vers un pays importateur. Ces éléments sont égaux à 1 pour la matrice... les éléments pour la matrice d'adjacence pondérée sont, eux, égaux à la masse qui est commercialisée entre deux pays. Donc, voici une représentation des réseaux que nous avons modélisés. Et donc ici, j'ai extrait un groupe de 4 nœuds pour que ce soit plus lisible. Et nous avons les pays qui sont les nœuds ici et les liens qui sont les flux commerciaux entre les pays. La surface des nœuds est proportionnelle au nombre d'échanges qu'a un pays dans le réseau. Et donc ici, voici le réseau complet de céréales où les pays sont triés par continent pour conserver l'information géographique. Donc maintenant, nous allons passer aux résultats principaux de la thèse. Et nous allons commencer par les structures et les évolutions des 6 catégories de produits alimentaires. Dans un premier temps, donc, nous observons que les 6 catégories agroalimentaires se sont fortement intensifiées en termes de commerce au cours de la période. Donc, notamment sur cette figure, nous voyons ici la masse commercialisée mondiale en fonction de la production mondiale de chaque catégorie de produits. L'échelle de temps est représentée ici par l'échelle de couleur, donc la couleur la plus claire est donnée pour la date la plus ancienne. Donc ce que l'on remarque, c'est que le commerce croît de manière beaucoup plus rapidement que la production au cours de la période, puisque nous avons les données qui se rapprochent d'une corrélation en loi de puissance, et l'exposant est supérieur à 1. Donc pour aller plus loin, nous avons également calculé les réexportations pour chaque pays. Donc les réexportations, c'est la part de l'exportation d'un pays qui n'a pas été produite à l'intérieur du pays. Donc pour cela, nous avons calculé par la méthode du mélange parfait, c'est-à-dire en faisant le ratio entre l'import plus la production fois le flux sortant de chaque pays. Donc avec ce calcul, nous avons une estimation des réexportations pour chaque pays, pour chaque catégorie. Et les réexportations mondiales donc, sont la somme de toutes les réexportations par pays. Ce que nous observons, c'est que les réexportations
suivent également se rapprochent le plus d'une loi de puissance pour la période de 1986 à 2016. Donc les réexportations croît de manière très importante, de manière non linéaire au cours de la période. Donc maintenant, nous allons regarder l'impact de cette intensification, cette fois-ci sur la structure des réseaux. Donc la structure ou la topologie des réseaux est ici représentée par la distribution des degrés sur la figure A pour 1986 et la figure B pour 2016. Donc les degrés, c'est le nombre d'échanges qu'a chaque pays, donc le nombre de partenaires commerciaux qu'il a dans le réseau. Et la distribution des degrés, donc c'est la répartition des degrés dans le réseau. Ce que l'on observe, c'est qu'en 1986, la distribution des degrés se rapproche le plus d'une loi de puissance, bien que notre fourchette des degrés de connectivité soit faible, ne soit pas très importante. Donc cette corrélation permet de mesurer l'hétérogénéité principalement de notre réseau. Donc un réseau qui a une distribution des degrés de loi de puissance est caractéristique d'un réseau à invariance d'échelle, c'est-à-dire un réseau où quelques nœuds sont très connectés et jouent le rôle de hub et connectent les autres nœuds du réseau qui sont peu connectés, qui sont appelés les nœuds périphériques dans le réseau. Donc c'est une structure très hétérogène. Et en 2016, nous observons une loi exponentielle donc, de la distribution des degrés, ce qui est une distribution plus homogène. Donc on observe une augmentation du nombre de nœuds très connectés dans le réseau. Pour quantifier cette transition topologique, donc ce changement de structure, nous avons utilisé la distance du test statistique de Kolmogorov-Smirnov. Donc en pointillé sur les figures, ici c'est la distance pour le modèle de loi de puissance et en très plein la distance pour la loi exponentielle. Donc minimiser cette distance revient à optimiser le modèle. Et ce que nous observons, c'est qu'au début de la période, la distance est meilleure pour la loi exponentielle. Et de 96 à 98, la loi exponentielle devient d'un seul coup très mauvaise pour s'accorder à nos données. Donc nous situons la transition topologique, la structure, environ sur cette période de données où à la suite, c'est le modèle exponentiel et s'ajuste mieux à nos données pour modéliser notre modèle. Et à partir en 1995, des nouveaux accords sur l'agriculture, des nouveaux accords géopolitiques ont été signés et appliqués à partir de 1996. Ces accords avaient été plaidés par le groupe de Cairn, qui sont des grands pays producteurs comme l'Australie, également le Brésil, l'Argentine et le Canada. Ensuite, je me suis également intéressée à la corrélation des degrés donc dans les réseaux agroalimentaires. Ici, la corrélation est mesurée par le coefficient d'assortativité des degrés, donc qui mesure la tendance des nœuds dans le réseau à se connecter à des nœuds qui ont les mêmes degrés qu'eux. Donc, nous voyons que nos réseaux agroalimentaires ont un coefficient assortatif nul, inférieur à 0, négatif, ce qui se rapproche le plus d'un modèle de ce type-là. C'est-à-dire que les nœuds se connectent plus de préférence à des nœuds qui n'ont pas le même degré qu'eux. Donc notamment les hubs, qui sont des nœuds très connectés, ont des partenaires commerciaux qui, eux, ne sont pas connectés dans le réseau. Donc les nœuds dépendent des hubs principalement pour se connecter à l'ensemble du réseau. Cependant, les hubs, donc, on observe que, excusez-moi, j'ai oublié un détail très important. Ici, le coefficient d'assortativité augmente fortement sur la période 96-98, donc ce qui correspond au changement de structure que nous avons observé dans la distribution des degrés précédents. Donc il y a eu bien une augmentation de la connectivité pour l'ensemble des nœuds dans ce réseau. Cependant, les hubs dominent très largement le réseau tout au long de la période, puisque si on s'intéresse cette fois-ci à la force du nœud, donc ce qui est la somme des masses échangées par un nœud, en fonction du degré du nœud, donc la corrélation entre les deux se rapproche le plus d'une loi de puissance, c'est-à-dire que plus un pays a des partenaires commerciaux, un nombre
importante de partenaires commerciaux, plus il va être important en termes de masse commercialisée dans le réseau. Une autre mesure de centralité des nœuds est la centralité d'intermédiarité qui prend en compte l'emplacement d'un nœud dans l'architecture du réseau. Donc la centralité est calculée selon qu'un nœud est fréquemment sur le chemin le plus court entre deux nœuds choisis aléatoirement. Et donc la centralité d'intermédiarité en fonction du degré du nœud croît également en se rapprochant d'une loi de puissance. Donc cela indique que les hubs ont des connectivités fortes, donc un nombre de partenaires commerciaux importants. Ils ont également des places stratégiques dans le réseau, puisque la centralité indique qu'ils permettent de connecter des pays qui sont très éloignés dans le réseau, et ils ont également des masses importantes, donc la force du nœud qu'on a vu précédemment. En résumé, nous sommes passés d'un réseau à invariance d'échelle en 1986, donc un réseau qui se rapprochait d'un réseau à invariance d'échelle, où les hubs dominent sur les nœuds périphériques. À partir de 1996, la connectivité a fortement augmenté, et certainement grâce aux accords géopolitiques de l'AOA, qui font apparaître des nouveaux hubs dans le réseau. Cependant, l'importance des hubs dans le réseau reste vraiment prépondérante par rapport aux autres. Donc la transition de structure de la connectivité, la transition topologique, interroge sur les dynamiques des échanges. Donc, ici, la figure représente la distribution du nombre d'échanges en fonction de leur durée. Donc là, ce sont les histogrammes en gris. Et ce que l'on remarque, donc, c'est que la majorité des échanges ont des durées de 1 an. Donc le réseau est très dynamique. Donc ici, pour le réseau de céréales, je n'ai pas montré les autres catégories, mais elles ont toutes cette forme-là de distribution. Et ici, donc, on a plus de 17 500 échanges sur la période qui ont une durée de 1 an. Donc maintenant, si on regarde la distribution des masses en fonction de la durée des échanges, on observe le comportement inverse, c'est-à-dire, donc ce sont les histogrammes en rouge, pardon, donc les échanges qui ont des durées continues sur la période permettent de transporter le plus de masse dans le réseau. Et à l'inverse, donc, les échanges qui sont le plus présents ne participent pas beaucoup au réseau en termes de masse. Donc arbitrairement, on découpe le réseau selon la durée des échanges présents dans le réseau. Dans un premier temps, on a identifié le sous-réseau squelette, donc, qui est constitué des échanges continus sur la période, donc de 31 ans, et qui transporte le plus de masse. Donc. Ensuite, nous identifions le sous-réseau éphémère, qui sera constitué des échanges d'une durée inférieure à 2 ans, et qui participe très peu en termes de masse au réseau. Et enfin, le reste des échanges constitue le sous-réseau intermédiaire, avec donc les durées comprises entre 2 et 31 ans. Donc nous avons découpé notre réseau selon les durées des échanges. Et donc on va dans un premier temps visualiser l'évolution de ces 3 sous-réseaux au cours de la période. Donc avant de démarrer la vidéo, pour rappel, les nœuds sont triés par continent. Donc ici par exemple en bleu foncé jusqu'à vert clair ici, c'est le continent européen. Ensuite en nuance de gris, c'est le continent africain. Ici nous avons l'Océanie donc avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En violet jusqu'à rose clair, c'est l'Asie. Et enfin le dernier continent de orange foncé à orange clair est le continent américain. Donc ce que l'on observe, c'est qu'au cours de la période, le sous-réseau squelette donc, est stable et les flux principaux donc, proviennent du continent européen et également d'Amérique du Nord vers l'Asie et vers les pays d'Afrique du Nord. À partir de 1996 environ, le sous-réseau intermédiaire devient de plus en plus important, notamment grâce aux pays d'Amérique du Sud, dont l'Argentine, qui ont des exportations vers l'Afrique et également vers l'Asie. Il y a également des flux importants de l'Europe de l'Est qui vont vers l'Asie et le réseau asiatique devient de plus en plus important au cours de la période. Enfin, donc, nous voyons que le sous-réseau éphémère est lui beaucoup plus aléatoire et a des flux qui sont très petits, très faibles
en termes de masse par rapport aux autres sous-réseaux. Et donc on voit également que donc, le sous-réseau squelette a les masses les plus importantes dans le réseau. Donc, pour rappel, le sous-réseau squelette est composé des échanges qui durent sur toute la durée. Donc maintenant, on va s'intéresser aux topologies donc, des trois sous-réseaux. Dans un premier temps, ce sont les distributions des degrés pour chaque sous-réseau et pour les trois catégories qui présentent les mêmes structures de chaque sous-réseau. Donc ici, nous avons céréales, viande et oléagineux. Donc le sous-réseau squelette présente une distribution des degrés la plus hétérogène, puisque sa distribution se rapproche le plus d'une loi de puissance, donc qui est caractéristique d'un réseau à variance d'échelle, avec des hubs qui dominent des nœuds périphériques. Donc, dans la figure insérée, nous voyons l'évolution de l'exposant de la loi de puissance. Le sous-réseau intermédiaire est un réseau émergent, puisqu'au fur et à mesure, nous voyons que sa connectivité augmente, les degrés maximaux augmentent sur la période, et également le degré moyen ici, donc ici le degré moyen K du réseau. Il suit une loi exponentielle dont le paramètre caractéristique K est le degré moyen du réseau. Donc nous voyons son évolution avec l'échelle de couleur, donc qui est l'échelle de temps de 1986 à 2016. Et enfin, le dernier sous-réseau, qui est un sous-réseau plus aléatoire, qui est le sous-réseau éphémère. Donc, il a des connectivités moins importantes que les autres réseaux, et il suit une loi exponentielle donc, qui est plus homogène que la distribution des degrés du sous-réseau squelette. Donc, voici les trois autres sous-réseaux pour les catégories café, cacao et fruits et légumes. Cette fois encore, donc, nous voyons que la distribution des degrés du sous-réseau squelette est plus hétérogène que la distribution des degrés des deux autres sous-réseaux. Tout particulier, donc le sous-réseau squelette ici suit un modèle de loi exponentielle étirée, donc qui est une distribution à queue lourde comme la loi exponentielle, lorsque le paramètre bêta de la loi exponentielle étirée est inférieur à 1. Donc on observe qu'également dans la distribution des degrés du sous-réseau squelette, l'hétérogénéité est plus importante, donc il y a des hubs qui dominent le sous-réseau squelette. Pour le sous-réseau intermédiaire, on observe les mêmes schémas d'évolution, puisqu'on observe une augmentation de la connectivité et la croissance du sous-réseau intermédiaire a toujours suivi une distribution de loi exponentielle au cours de la période. Maintenant, nous allons nous intéresser aux propriétés des nœuds selon leur appartenance à chaque sous-réseau. Donc ici, ce sont les mesures de centralité en fonction du degré du nœud pour le sous-réseau squelette. Et donc, les pays qui ont les mesures de centralité et les mesures de degré les plus importantes sont annotés par un code ISO. Ce que l'on voit pour le sous-réseau squelette, c'est qu'un petit groupe de pays a toujours des valeurs très supérieures aux autres pays du sous-réseau. Donc, notamment les États-Unis et des pays d'Europe de l'Est. D'Europe de l'Ouest, comme la France, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, principalement. Et donc ce sont les mêmes pays qui reviennent pour les 6 catégories de produits. Bien qu'on aurait pu s'attendre à des différences, puisque le cacao et le café ont des productions qui sont inégales et ce ne sont pas des pays producteurs pour ces catégories-là. Et maintenant, si on s'intéresse aux mesures de centralité et de connectivité des nœuds dans le sous-réseau intermédiaire, on voit que c'est beaucoup plus homogène, ce qui est cohérent avec la distribution des degrés qui suivait une loi exponentielle, donc qui est plus homogène que la distribution des degrés du sous-réseau squelette. Donc ce que l'on voit, c'est que les hubs les hubs du sous-réseau intermédiaire sont également des hubs du sous-réseau squelette. Par exemple, les États-Unis sont hubs pour pratiquement tous les sous-réseaux intermédiaires. Il y a également donc, les pays d'Europe de l'Ouest, comme la France et les Pays-Bas, mais il y a aussi des pays émergents qui sont hubs dans le sous-réseau intermédiaire. Donc, notamment les pays d'Asie, des pays d'Europe de l'Est qui émergent au cours de la période et donc qui ont des connectivités et des centralités de plus en plus importantes au cours de la période. À présent, je vais passer à une autre analyse, qui est l'analyse de la sécurité alimentaire.
Et pour cela, les flux sont comptabilisés cette fois-ci en flux énergétiques métabolisables par l'humain, donc c'est l'unité kilocalorie. Donc dans un premier temps, nous avons défini un indicateur donc, qui est le bilan net commercial de chaque pays pour évaluer la contribution et la dépendance au réseau de chaque pays. Et ensuite, donc, nous avons calculé le réseau total donc, de tous les produits agroalimentaires et cette fois-ci en flux calorique. Donc, dans un premier temps, nous allons définir notre bilan commercial net, donc, qui est la somme des flux sortants en équivalent produit primaire moins la somme des flux entrants en équivalent produit primaire. Donc un bilan positif implique que le pays a plus d'exportation que d'importation. On normalise cette différence par la consommation totale du pays pour évaluer sa contribution ou sa dépendance au réseau total. Donc nous avons calculé les flux en équivalent produit primaire pour considérer les ressources qui ont été nécessaires à la production animale pour l'ensemble des pays. Donc effectivement, l'élevage permet de transformer des aliments en produits animaux qui sont consommables par les humains. Et donc nous avons considéré dans nos flux les aliments équivalents. Pour cela, il a fallu calculer l'efficacité de conversion énergétique pour les animaux. Donc l'efficacité de conversion énergétique est le ratio entre la ration alimentaire du bétail et les produits animaux donc, en sortie. Les produits animaux, donc, ce sont la viande, le lait et les œufs. Et dans la ration alimentaire du bétail, y compris les aliments concentrés, comme les grains, les oléagineux, par exemple les tourteaux de soja, etc. Et également les fourrages grossiers, donc, qui sont les prairies, les pailles, les résidus de culture. Donc, dans notre calcul de l'efficacité de conversion énergétique, les aliments concentrés sont exclus puisqu'ils ne font pas, les fourrages grossiers sont exclus puisqu'ils ne font pas partie du commerce international et ils ne sont pas en concurrence avec l'alimentation humaine. Donc, la valeur de l'ECE donne également une indication du taux d'industrialisation de l'agriculture d'un pays. Donc, plus un pays est industrialisé et avec un élevage intensif, les aliments sont très utilisés pour produire les produits finaux. Et donc le CE est faible. De manière globale, pour avoir un ordre d'idée, le CE est compris entre 10 et 20% à peu près pour les pays. Maintenant, nous allons regarder l'évolution du bilan commercial au cours de la période. Donc ici, en bleu, du vert clair au bleu foncé, donc ce sont les pays qui ont un bilan positif, donc les exportations plus importantes que les importations, et à l'inverse, du jaune clair au rouge foncé, ce sont les bilans négatifs des pays. Nous avons également isolé nous avons également isolé le bilan de l'Union européenne, où ici donc, nous avons les exportations en abscisse, donc les exportations de l'Union européenne vers des pays hors Union européenne, et ici les importations de l'Union européenne. Donc ce qu'on remarque dans un premier temps, c'est que l'Union européenne est de plus en plus dépendante au réseau agroalimentaire et dépendante de l'extérieur, de pays extérieurs. Et au cours de la période, donc, le nombre de pays qui ont un bilan négatif augmente au cours de la période. Notamment pour les pays africains, les pays d'Asie qui sont de plus en plus dépendants au réseau agroalimentaire. Il y a également des pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud qui ont une dépendance accrue. Ce que l'on remarque également, c'est que les sources d'approvisionnement sont limitées à quelques pays, donc qui sont des grands pays producteurs, notamment l'Amérique du Nord, les pays d'Amérique du Sud, l'Australie ou encore des pays d'Europe de l'Est. Donc les excédents caloriques se concentrent sur quelques pays. Maintenant, nous allons construire donc, le réseau des calories totales, donc, qui est calculé nous allons calculer les flux énergétiques nets des pays. Donc, ce sont les flux qui sont consommables par les humains en kilocalories, et c'est pour cela que nous avons donc, dans un premier temps calculé la masse en tonnes métriques donc, du pays J vers le pays I, multiplié par l'énergie calorique du produit. Et donc nous avons isolé la part qui est destinée à l'alimentation humaine,
et la part qui est destinée à l'alimentation animale est multipliée par l'efficacité de conversion de l'énergie que nous avons calculée précédemment, donc j'ai exposé le calcul précédemment, pour que les aliments qui sont destinés au bétail soient considérés en tant que produits animaux finaux. Dans un premier temps, donc voici la visualisation du réseau des calories pour les 25 pays les plus déficitaires et les 25 pays les plus excédentaires. Donc ici, à droite, donc en 1986 et en 2013, nous avons les flux d'exportation des pays déficitaires. Et à droite, nous avons les réseaux des pays donc, qui ont des pays excédentaires. Donc ce sont les exportations qui proviennent de pays excédentaires. Donc, dans un premier temps, donc, nous observons l'intensification du commerce mondial, qui était principalement régional et continental à l'origine. Et ensuite, il y a eu une multiplication des flux intercontinentaux. Également, ce que nous constatons, c'est qu'il y a une intensification des flux qui sont des exportations de pays déficitaires. Donc maintenant, nous allons regarder donc, la topologie du réseau des calories. Et dans un premier temps, donc, la distribution des degrés, qui suit une loi exponentielle étirée au cours de la période, et dont le paramètre caractéristique de la loi exponentielle étirée augmente de manière très importante de 1996 environ à 98. Donc cela correspond à la même période où nous avons observé les transitions topologiques pour les réseaux agroalimentaires. Enfin, donc, la distribution des forces des nœuds, donc les forces pour rappel ce sont les masses commercialisées par pays. Nous voyons également que la distribution suit une loi exponentielle étirée et au cours de la période, le paramètre caractéristique augmente également sur cette période. Donc pour les deux topologie pondérée et non pondérée, il y a une homogénéisation des forces et des degrés au cours de la période pour le réseau des calories. Maintenant, si on discrétise la force des nœuds en force entrante et force sortante, donc voici ici les importations totales par pays, donc qui est la force entrante d'un nœud, et ici les exportations par pays. Donc ce que l'on observe, c'est que tous les pays sont importateurs, et la plupart donc, sont compris entre 10 puissance 12 kilocalories et 10 puissance 14 kilocalories d'importation de denrées alimentaires en termes de calories. En revanche, pour les exportations, donc, on voit qu'il y a une un peu plus grande disparité, où donc, certains pays exportateurs déjà sont beaucoup plus importants en termes d'exportation totale, et il y a des pays qui participent très très peu au réseau agroalimentaire. Effectivement, donc, si on regarde la distribution de ces forces, forces entrantes qui sont les importations totales par pays et les forces entrantes qui sont les exportations totales par pays, on observe que la distribution des forces entrantes est plus homogène que celle des exportations. En effet, la distribution des forces entrantes suit une loi exponentielle étirée et celle de la distribution des forces sortantes suit une distribution donc, de type loi de puissance tronquée, donc, qui est plus hétérogène, donc on se rapproche le plus d'un réseau à invariance d'échelle. Donc pour conclure sur ce travail, l'approche en réseau complexe a permis donc, de mettre en évidence la transformation du commerce agroalimentaire au cours de la période, donc, qui s'est traduit par une transition topologique, où en 1986, donc, nous avons un réseau à invariance d'échelle qui est dominé par les hubs, et les accords de l'AOA ont permis une augmentation de la connectivité, donc qui a homogénéisé le réseau, qui en 2016 est plus proche d'un modèle exponentiel pour la distribution des degrés. De plus, on remarque que les topologies donc, sont indépendantes de la nature du produit, alors que l'on aurait pu prévoir des différences structurelles importantes dues aux contraintes physiques de certains produits frais, comme les produits de la viande ou les fruits et légumes, ou encore pour le cacao et le café, dont les productions sont inégalement réparties dans le monde. Enfin, donc, le critère de durée des échanges est un critère intéressant pour identifier des invariants structurels, et l'identification du sous-réseau squelette permet de mettre en évidence donc, une structure composée d'échanges qui sont continus sur la période
et dont les pays qui dominent ce réseau sont des pays historiquement industrialisés. L'émergence du réseau donc, se traduit par l'identification du sous-réseau intermédiaire, et le sous-réseau éphémère permet d'identifier un bruit commercial, donc ce sont des échanges qui sont très aléatoires pour des masses qui sont très peu importantes et ne contribuent pas beaucoup au réseau agroalimentaire total. Donc les aspects commerciaux et économiques semblent être prépondérants par rapport aux aspects alimentaires dans la structuration du réseau, notamment par le calcul des réexportations donc, qui augmente. Donc les pays réexportent de plus en plus, donc ils vont exporter des produits qui n'ont pas été produits à l'intérieur du pays. Enfin, on a observé donc, une augmentation, que les excédents de calories sont concentrés sur un petit nombre de pays, donc ce qui induit que les pays importateurs dépendent que de quelques gouvernements dans le monde. Donc ce travail de thèse ouvre plusieurs perspectives concernant l'étude et l'analyse de la résilience et de la robustesse des réseaux agroalimentaires dans un contexte de mondialisation, de changements globaux et de transition énergétique. Donc une première approche serait d'approfondir cette analyse en termes d'interdisciplinarité et d'interprétation et d'interdisciplinarité avec les sciences sociales et économiques, notamment la recherche des accords géopolitiques qui ont pu influencer à des degrés moindres la connectivité et la structure du réseau. Donc peut-être que cette recherche serait plus locale, donc entre deux pays ou à des échelles continentales. Un aspect économique et financier serait donc d'étudier la valeur monétaire des échanges en fonction de la durée de ces échanges. Un autre point de perspective serait donc de calculer la limite du réseau agroalimentaire en calculant les seuils de saturation des échanges selon leur appartenance au sous-réseau. Effectivement, on peut s'attendre à ce que le sous-réseau squelette permette de commercialiser plus de masse par rapport au sous-réseau éphémère, donc, où ce sont des échanges qui sont beaucoup plus aléatoires et donc avec des accords géopolitiques moins importants. Enfin, donc, une autre modélisation intéressante serait de modéliser le réseau en plusieurs couches, où chaque couche représenterait une transformation de l'agriculture. En effet, l'agriculture, on peut faire l'analogie avec des niveaux trophiques. Le premier niveau donc, serait les engrais et les intrants, le deuxième niveau, la production végétale, le troisième niveau, la production animale, et enfin, la consommation humaine. Donc, le réseau multiplex aurait des couches où chaque couche dépend de la précédente, et les transformations d'une couche à une autre se feraient au niveau des nœuds. Donc cela permettrait également de calculer les ressources qui induisent ces transformations au niveau de chaque pays. Enfin, un dernier point donc, de perspective serait donc de modéliser le réseau sur la base de l'identification des sous-réseaux, puisque les dynamiques passées identifiées permettent de modéliser un réseau prospectif. Donc, dans un premier temps, le modèle de réseau permettrait donc, de simuler des perturbations, soit des perturbations localisées sur les hubs, soit des perturbations en choc, et voir comment le réseau se structure face à différentes perturbations. Enfin, afin de compléter ce modèle de réseau prospectif, on pourrait le coupler à des projections démographiques et à différents scénarios de production agricole. En effet, cela permettrait de calculer les besoins et les excédents par pays afin de modéliser le réseau qui serait capable de rééquilibrer les excédents et les besoins de chaque pays. Voilà, je vous remercie de votre attention.